Il n'existe pas vraiment de jeux vidéo sans armes. Enfin si, ça arrive, mais pas si souvent que ça, parce qu'elles sont quasi partout, tout le temps, et peuvent prendre toutes les formes, tant que tu peux les utiliser pour détruire tes adversaires ou récolter des ressources. Et dans toutes ces armes qui sont souvent très faciles à obtenir et assez abondantes, certaines d'entre elles se démarquent. Elles sont belles, rares, puissantes, et elles peuvent donner lieu à de véritables quêtes que les joueurs entreprennent pour espérer mettre la main dessus. Elles peuvent aussi avoir un certain pouvoir sur les communautés qui peut se révéler néfaste ou positif si elles sont utilisées à bon escient. Il n'est donc pas surprenant qu'autour de ces armes uniques, il se raconte parfois des histoires assez incroyables. Et il y en a 3 que je trouve particulièrement intéressantes. Shadow of the Colossus est un jeu très différent des autres. En fait, dès les premiers pas dans ce monde, on peut sentir que de grands mystères sont présents. Ces terres interdites ont été marquées par une histoire qu'on a envie de découvrir. Et c'est pourquoi le joueur est incité à explorer toujours plus loin. Mais c'est seulement en terminant le jeu plusieurs fois que l'on commence à véritablement découvrir ce monde qui nous entoure. Cette immensité en apparence vide devient soudainement plus profonde que ce qu'on imaginait lors de nos premières parties. Par exemple, si vous ne vous êtes jamais arrêté au milieu de ce désert, vous n'avez sûrement jamais remarqué cette petite tortue, ou encore ces poissons dans l'eau. C'est en découvrant tous ces détails dont regorgent les terres interdites que la véritable nature du monde de Shadow of the Colossus se révèle. Et c'est naturellement au cours de cette exploration qu'une ultime quête vous attend. Cette pièce d'or que vous venez de découvrir est la première parmi 79 autres dispersées à travers les terres interdites. Et ceux qui connaissent bien le jeu, vous savez déjà qu'il est impossible de toutes les trouver seules. En fait, le jeu ne vous donne aucune indication pour percer son mystère. Vous ne pouvez pas savoir où se trouve la prochaine pièce, ni pourquoi vous devez les réunir, il n'y a même pas de succès pour avoir complété la collection, et ces pièces ne sont présentes que dans une seule version du jeu, la version remaster de la PS4. En plus de tout ça, les développeurs ont été vraiment très créatifs. Parce que ces pièces vous inciteront à explorer chaque centimètre de ce monde, certaines étant même quasi introuvables sans guide. Par exemple, l'une d'entre elles vous demande de grimper sur un colosse volant et d'utiliser le parachute. Parachute qui est d'ailleurs débloquable uniquement en vainquant 14 colosses en mode difficile. Une fois sur le colosse volant, vous devez attendre le bon moment pour sauter et atterrir grâce au parachute sur cette petite plateforme où se trouve une pièce. Une autre vous demande aussi de terminer le jeu plusieurs fois, pour avoir assez d'énergie pour accéder à ce gigantesque pont qui surplombe tout l'horizon. Pont que vous devez traverser à pied. Ça prend une dizaine de minutes faciles pour finalement atteindre l'autre bout, pour trouver cette nouvelle pièce. C'est donc seulement après avoir exploré les terres interdites de fond en comble, après avoir ratissé chaque centimètre du monde, que vous réunirez ces 79 pièces. Et vous l'avez compris, même avec un guide, ce n'est pas si simple. Ces pièces, finalement, servent à débloquer ce passage secret et à acquérir l'artefact le plus convoité de Shadow of the Colossus. Cette lame est enveloppée de l'essence d'ombre de Dormine et contient un œil de colosse dans sa poignée. Elle fait des dégâts considérables et elle remplace le rayon de lumière habituel par un rayon sombre. Cette quête interminable à la recherche de pièces, même si elle n'est pas insurmontable, est la raison de pourquoi si peu de joueurs détiennent cette épée. Elle représente la récompense ultime pour avoir complété définitivement votre voyage. Et c'est dans cette dernière quête que Shadow of the Colossus nous enseigne à apprécier le voyage, plutôt que la destination. Parce que même si cette épée inflige de lourds dégâts au colosse, vous n'en avez pas vraiment besoin en réalité. Pour l'obtenir, il faut terminer le jeu plusieurs fois, avoir vaincu les colosses en mode difficile et avoir exploré les moindres recoins des terres interdites.
La véritable récompense, ce n'est pas cette lame, mais c'est d'avoir pu parcourir ces terres pour y découvrir ce monde et cet univers si intrigant. Et non, tu ne trouveras pas vraiment de réponse dans ce voyage. Tu vas même en ressortir avec encore plus de questions qu'au départ, mais ce n'est pas bien grave. Le mystère qui entoure ce jeu, c'est finalement ce qui le rend si unique. Et c'est sûrement ça qui en fait l'un des plus beaux voyages que vous puissiez entreprendre dans un jeu vidéo. Team Fortress 2, c'est LE jeu de tir à la première personne où deux équipes, une de démolition et l'autre de construction, s'affrontent pour un objectif. Pendant leur partie, les joueurs peuvent choisir de jouer une des 9 classes disponibles, chacune avec ses propres forces et faiblesses. Et celle qui nous intéresse ici, c'est la classe de l'ingénieur, et plus précisément l'une de ces armes uniques les plus convoitées de Team Fortress 2, avec aujourd'hui moins d'une centaine d'exemplaires en circulation. La clé dorée, comme son nom l'indique, est une clé spéciale avec une teinte dorée. C'est une arme de corps à corps similaire à une clé normale, et il ne faut pas la confondre avec la clé d'Australium qui lui ressemble énormément. Cette clé, en plus d'avoir un numéro de série, a une caractéristique distinctive. Les ennemis tués par celle-ci se transforment en statues en or. Et alors que la plupart des armes de Team Fortress 2 apparaissent à des intervalles réguliers et que la plupart des objets promotionnels sont généralement débloqués par des achats sur Steam, la clé dorée est obtenue d'une manière vraiment unique. L'arme fut un élément promotionnel de la mise à jour de l'ingénieur, et pendant cet événement, les joueurs avaient été prévenus que chaque fois qu'ils fabriqueraient quelque chose dans le jeu, il existait une infime chance pour qu'une clé dorée leur soit attribuée, avec un numéro de série compris entre 1 et 100, même si, en réalité, c'était un petit peu faux. Je m'explique. En fait, la probabilité d'obtenir une clé dorée n'était pas liée à votre niveau d'expérience ou à la quantité de craft que vous alliez effectuer pendant cette période. C'était bel et bien de la chance comme annoncé, mais il n'y avait rien d'aléatoire là-dedans. En fait, l'apparition des clés dorées était basée sur une minuterie d'une semaine. Et la première personne qui fabriquait quelque chose dans Team Fortress 2 après la fin de cette fameuse minuterie était assurée d'obtenir une clé dorée. En d'autres termes, un joueur pouvait fabriquer 1000 objets et ne rien obtenir, alors qu'un autre joueur avec un meilleur timing pouvait fabriquer une seule chose au bon moment pour être garanti de l'obtention de la précieuse clé. Et vu que les temps d'apparition étaient programmés à l'avance, théoriquement, si quelqu'un connaissait la liste de ces moments, il pouvait alors crafter exactement quand il en avait besoin pour être garanti à 100% d'obtenir cette fameuse clé. Et évidemment, vous ne vous en doutez pas du tout, mais c'est exactement ce qu'il s'est passé. D'une manière ou d'une autre, un joueur, connu sous le nom de Drunkenfall, a réussi à exploiter ce système. Il connaissait donc les heures précises d'apparition des clés, et il a même été partager son secret avec quelques autres joueurs. Ils ont donc pu tous recevoir cette fameuse récompense qui s'avère être en réalité un bannissement manuel de la part de Valve pour l'exploitation du système. Et comment ils se sont fait cramer, me demandez-vous ? Eh bien, Drunkenfall est allé sur un serveur et a fait un compte à rebours dans le chat vocal jusqu'à l'heure à laquelle une clé devait tomber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gotta get Oh! C'est donc quelques jours plus tard que Drunken et la personne qui a obtenu la clé ont été bannis. Cependant, cette décision a suscité pas mal de controverses. Parce que ce genre de bannissement n'est prononcé qu'à l'encontre des personnes qui utilisent des programmes externes pour tricher. Alors que Drunkenfall, eh bien, il n'utilisait pas de programme externe. D'autres joueurs mécontents accusaient aussi quiconque qui possédait une clé dorée d'être un tricheur. Et même ceux qui les avaient obtenues légitimement préféraient souvent les garder secrètes, compte tenu de toute cette polémique. Et après tout ça, au fil des années, le nombre de clés a considérablement diminué, principalement pendant la journée du 31 août 2010. C'est à ce moment-là qu'un groupe de propriétaires de clés dorées va se réunir et décider de détruire 14 clés dorées au profit d'œuvres caritatives. Ils vont d'ailleurs parvenir à récolter la somme de 30 000 $ lors de cet événement, ce qui est assez fou quand même. Et en dehors de cette journée, au moins 8 autres clés ont également été détruites.
Une 101e clé a bien été créée par Valve lors d'une mise aux enchères au profit, là encore, d'une œuvre caritative, mais c'est tout. Moins d'une centaine de ces clés sont donc encore en circulation aujourd'hui. Ces clés, qui se font donc de plus en plus rares, ont été à l'origine d'une grande controverse au sein de la communauté de Team Fortress 2. Et les joueurs qui les ont conservées depuis plus de 10 ans maintenant risquent de continuer à les garder précieusement. Et c'est pour cela que la clé dorée de Team Fortress 2 est l'un des objets les plus rares et les plus convoités du jeu. Alors, je ne connais pas grand chose à Diablo 2, mais s'il y a une chose que je sais, c'est que dans son univers, les taux de loot peuvent atteindre des niveaux de rareté assez ridicules pour certains objets. L'exemple le plus frappant est le Tyrael's Might, considéré comme l'équipement le plus rare du jeu. Oh my god! Yes! 20 years, I've never found this fucking thing before. Oh my god. Et en ce qui concerne les armes, le Deathweb se démarque comme l'une des armes les plus rares. Souvent considéré d'ailleurs comme le deuxième item le plus rare de Diablo 2, selon la communauté. Il n'y a donc pas vraiment d'histoire incroyable qui entoure cette dernière arme, mais je voulais vous en parler principalement à cause de son taux d'apparition. Le Deathweb est une baguette de nécromancien qui se distingue par sa propriété unique, qui réduit la résistance au poison des ennemis. Une caractéristique qui la rend particulièrement intéressante pour les nécromanciens spécialisés dans les compétences de poison. Et ce qui rend l'obtention de cette arme si difficile, c'est non seulement la rareté de son apparition, mais aussi les conditions qu'il faut réunir pour augmenter ses chances. Il faudra évidemment jouer en difficulté enfer, la plus difficile de Diablo 2, et se trouver dans des zones précises pour éliminer en boucle des ennemis puissants. Et même en jouant comme ça, les chances restent extrêmement faibles. Il faudra en fait optimiser au maximum son personnage pour faire descendre le taux de drop à une chance sur 30 000. Ce qui, bien que difficile, ne semble pas non plus impossible pour les joueurs les plus expérimentés. Mais si on s'amuse à se mettre à la place des nouveaux nécromanciens qui commencent leur aventure dans Diablo 2, on se rend vite compte que ces chances semblent vraiment abyssales. Le taux de drop du Deathweb peut même dépasser une chance sur 13 millions, soit environ 0,0000075% de chance. On ne s'en rend peut-être pas bien compte de ce que ça représente, mais pour mettre ces probabilités en perspective, même si c'est plus compliqué que ça, je sais, il est plus probable d'être frappé par la foudre, soit une chance sur 1,2 million, ou même d'être touché par une météorite, avec une chance sur 1,9 million, que d'obtenir cette arme en début de jeu. C'est donc obligatoire d'optimiser au maximum son personnage et son parcours pour augmenter les chances d'obtention, surtout si vous voulez avoir un jour la chance de mettre la main dessus. Et même comme ça, il faudra faire preuve de beaucoup de patience. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'ici et j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus.